Bonsoir et bienvenue à tous. À la une ce vendredi, le combat d'une femme devenue paraplégique après avoir été défenestrée par son compagnon. Elle n'a pas droit à une indemnisation totale. Motif, elle serait en partie responsable de ce qui lui est arrivé. Son témoignage dès le début de ce journal. Le prélèvement à la source en question. Doit-on encore remplir une déclaration de revenus? Que faire en cas de changement de situation? Les centres d'impôt sont submergés par vos interrogations. Nous y répondrons. Qui va payer pour les radars détruits? Les actes de vandalisme ont été 3 fois plus nombreux en 2018 qu'en 2017. Explosion des dégradations depuis le début de la crise des Gilets jaunes. Cela nous coûtera plusieurs dizaines de millions d'euros. Attention aux arnaques à la galette des rois. En un mois, il s'en vend 30 millions. Des rayons de supermarchés aux grandes maisons. Il y en a à tous les prix. Mais que vous vend-on exactement? C'est l'enquête du 20h. Et puis un sanctuaire pour les fauves de compagnie. Ces animaux sauvages sont victimes d'une mode qui gagne la France. Le selfie avec des fauves achetés ou loués. Une fondation les recueille en Jordanie. Elle nous a ouvert ses portes. Il y a 5 ans, elle était retrouvée défenestrée en bas d'un immeuble. Aujourd'hui, paraplégique, une jeune femme doit se battre pour recevoir une indemnisation à la hauteur de son préjudice. Violence conjugale, le combat d'une femme. Caroline Bell, Valérie Daran. Vous ne découvrirez ni son visage, ni son nom. Cette femme est terrorisée. Voilà 5 ans qu'elle vit en fauteuil roulant, depuis que son ancien compagnon l'a jetée par la fenêtre du 2e étage de leur appartement. Ce soir-là, la police, alertée par les voisins, lui avait conseillé de quitter les lieux et l'avait emmenée à la gare. Mais elle n'a pas trouvé d'autre solution que celle de rentrer chez elle. Il n'y avait plus de train ce soir-là. J'ai appelé le 115, ils m'ont trouvé quelque chose, mais c'était à 40 km de là où j'étais. Je me suis dit que il serait calme en fait, il serait calmé après tout ce temps. Donc je me suis dit finalement, pourquoi pas retourner? Et moi j'aurais jamais cru qu'il m'aurait balancé par la fenêtre et que je serais dans cette situation aujourd'hui, quoi. Son compagnon a été condamné à 15 ans de prison et a versé une indemnisation de 90 000 euros. Mais il est insolvable. C'est donc à un autre service public, le Fonds de garantie des victimes, de payer. Mais en février, la décision est tout autre. La juridiction a estimé que, ne respectant pas les consignes de prudence que les policiers lui avaient prodiguées, eh bien, elle avait encouru consciemment un risque et qu'elle s'était exposée elle-même à un danger de nature à ce que son droit à indemnisation puisse être limité. En clair, il ne lui sera proposé que 67 500 euros, soit 25% de moins. La loi autorise les commissions d'indemnisation à restreindre les sommes allouées. Ce texte-là n'a pas vocation à s'appliquer, à mon sens, aux victimes de violences conjugales, sauf à venir dire à ces femmes victimes qu'elles ont contribué, qu'elles ont presque cherché aussi le préjudice qu'elles ont subi. Les avocats de la victime ont donc saisi la cour d'appel pour y mener un nouveau combat. Cela ne vous a pas échappé, le prélèvement de l'impôt à la source est entré en vigueur le 1er janvier. Mais vous vous posez encore beaucoup de questions. Des centaines de milliers d'appels ont été recensés et l'affluence est assez inhabituelle dans les centres d'impôt. À Armentières dans le Nord, Marion Fiat, Thierry Chartier. Mesdames, bonjour. Il faut un justificatif de domicile. S'il vous plaît, monsieur. Pas facile ces premiers jours de janvier pour l'accueil dans ce petit centre d'impôt. Parce qu'ici, les gens se déplacent bien plus qu'ils n'appellent le numéro d'impôt-service. Il n'y a plus de revenus en tant que profession libérale. Il n'y a plus que les retraites. Donc il faudrait faire le correctif. Et pour beaucoup, il s'agit de changer d'abord le taux de prélèvement. Parce que leur situation a évolué. C'est le cas d'Alain, qui vient de se séparer. Et sur l'ordinateur, sur les interfaces que nous donnait impôt.gouv, je n'y avais pas accès. Alors c'est dans la case juste en dessous puisque ce sont des pensions. René est venu signaler que son épouse est désormais à la retraite. La somme qui est ici. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres types de revenus? S'il maîtrise parfaitement l'outil informatique, il avait besoin d'être accompagné, ce qui est également possible dans ce centre. Oh, c'est mieux de venir sur place, d'avoir une personne, de parler en face. C'est plus facile. Tous les guichets ont été ouverts et le personnel s'est organisé pour limiter l'attente. Ça devrait se passer ainsi jusqu'à la fin du mois de janvier.
La réforme n'est en place que depuis quelques jours, alors vos interrogations sont encore nombreuses. Devrons-nous continuer à remplir une déclaration de revenus? Que faire en cas de changement de situation? Prélèvement à la source, les réponses à vos questions. Johan Engen, Marine Brossard. Finances publiques, bonjour. Finances publiques, bonjour. Bonjour madame. Des centres d'appel débordés ces jours-ci. À quel moment ça va être effectif? Par vos questions, nous en avons choisi quelques-unes. Devons-nous encore faire une déclaration de revenus? Il y aura toujours, en avril-mai de chaque année, une déclaration à déposer. Donc cette déclaration, elle permet de faire le point et de recalculer. Si l'usager a trop payé, on lui remboursera bien sûr le trop perçu. Et puis si à l'inverse, il y a eu un petit peu plus de revenus, eh bien il devra payer le reliquat à l'automne comme d'habitude. Comment continuer à percevoir nos réductions d'impôts? Étape indispensable, la déclaration des revenus au printemps. Si vous embauchez un employé à domicile, si vous faites chez vous des travaux qui améliorent les performances énergétiques, ou si vous faites un don à une association, vous pouvez le déclarer. Et l'administration vous versera en septembre votre déduction d'impôt. Que devons-nous faire si notre situation change? Si vos revenus ont fortement baissé, si vous vous mariez ou si vous devenez retraité, il faut actualiser votre dossier. Ce que vient juste de faire un contribuable par téléphone. Son taux, là, il est passé de 2% environ à 0%, ce qui veut dire qu'à compter du mois de mars, le temps de l'actualisation, il n'aura plus aucun prélèvement à la source. Que se passe-t-il pour les nouveaux contribuables? Votre employeur va tout simplement appliquer un taux par défaut, défini par la loi, en fonction de votre rémunération. Si votre salaire net imposable est inférieur à 1 404 €, votre taux sera nul, vous ne paierez rien. Et si, par exemple, vous gagnez entre 2 000 et 2 500 €, il sera de 7,5%. Vous avez encore des questions? Composez le 0809 401 401, c'est le numéro vert de l'administration fiscale. On en compte 2500 le long des routes de France. Les radars ont été mis à rude épreuve cette année. 3 fois plus d'actes de vandalisme ont été recensés. Entre les gilets jaunes et les 80 km/h, ils ont cristallisé la colère des automobilistes. Mais combien cela va-t-il nous coûter? Pierre-Emmanuel Chinardet, François Oisson et Alexandra Guillet ont enquêté. Route nationale 42, près de la Longueville. Voici l'un des seuls radars encore épargnés. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, sur les 70 recensés, moins de 7 fonctionnent encore. Certains sont sévèrement endommagés, d'autres incendiés. En l'absence de radar fixe, les contrôles mobiles se poursuivent et visiblement les conducteurs n'ont pas changé de comportement. Un radar qui est détérioré le matin peut être réparé dans la journée. Et quand les gens repassent quelques heures après, il se peut que le radar soit en œuvre. Donc ils ne prennent pas ce risque-là. En tout cas, nous, on ne le constate pas. Souvent, une fois réparés, ils sont très vite à nouveau dégradés. Selon nos informations, en 2018, les actes de vandalisme sur les radars sont 3 fois plus nombreux qu'en 2017. Et ces derniers mois, le nombre d'équipements détruits a fortement augmenté. La sécurité routière, elle, refuse de donner les chiffres précis. On ne veut pas annoncer de chiffres pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on ne souhaite pas qu'il y ait de la surenchère, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas qu'il y ait des concours entre ceux qui détruiront le plus de radars. Et puis la deuxième raison, c'est que les radars, ils ont une utilité importante, c'est de maintenir la vitesse pour éviter que les gens prennent trop de risques sur les routes. Et lorsque l'on évoque le coût de ces réparations, là aussi, le montant reste flou. Pour l'instant, on n'a pas encore les estimations, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, vraisemblablement. Le remplacement d'un radar coûte entre 60 000 et 200 000 euros selon le modèle. Un manque à gagner pour l'État qui devra ponctionner sur les recettes générées par ces radars. 1 milliard d'euros a été récolté en 2017, une somme utilisée à 90% pour l'amélioration des routes et la sécurité routière. Ces casseurs qui s'en prennent à une technologie qui a permis de sauver plus de 40 000 vies dans notre pays veulent absolument ignorer qu'il y aura des conséquences. Les conséquences, elles sont terribles. C'est le prix du sang. Les associations prônent la multiplication des radars mobiles pour limiter les dégradations. Et cela ne devrait pas apaiser la colère des automobilistes. Les tarifs des péages devraient augmenter le 1er février entre 1,8 et 1,9%. Les discussions sont toujours en cours. La ministre des Transports demande aux sociétés d'autoroutes de prendre en compte le pouvoir d'achat des Français. Bonsoir Hortense Villard. Bonsoir Audrey. Alors Hortense, voyons comment les prix des péages ont évolué en 10 ans. On vous a sélectionné 2 trajets. Audrey, d'abord, si vous le voulez bien, traversons une bonne partie de la France. Partons de Paris vers Biarritz. En 2008, il vous en coûtait 53 €. Il vous en coûte aujourd'hui
66 €. Vous avez fait le calcul vous-même, une augmentation de 13 €. Autre trajet, cette fois un trajet, dirons-nous, du quotidien direction le sud-est entre Montpellier et Arles. En 2008, il vous en coûtait 4,70 €. C'est aujourd'hui 6 €. Cela représente tout de même, Audrey, 52 € de plus à débourser chaque mois si vous faites cet aller-retour quotidiennement pour vous rendre au travail, par exemple. Et puis, regardez, les prix des péages ces 10 dernières années ont augmenté de 20% en moyenne. L'inflation, elle, est de 12% sur cette même période. Et alors, qu'en est-il de nos voisins européens? Eh bien, d'abord, sachez que dans l'Union européenne, 12 pays ne font pas payer leurs autoroutes. Parmi les pays qui font payer leurs automobilistes, en revanche, eh bien, regardez, les plus chers, l'Espagne, c'est 5 centimes, en moyenne le kilomètre. Vient ensuite l'Italie, 6 centimes environ. Et puis sur la première marche du podium, malheureusement, la France, Audrey, nous sommes le pays le plus cher d'Europe, 7 centimes en moyenne le kilomètre. Une première marche dont on se passerait. Merci Exactement. beaucoup, Hortense. Le gouvernement fait sa rentrée, premier Conseil des ministres de 2019, avec, comme chaque année, l'arrivée en groupe à l'Elysée et à pied. Le contexte social toujours très tendu a bien sûr été abordé. Et à la veille d'un 8e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, l'exécutif a opposé les agitateurs qui veulent renverser le gouvernement aux gens sincères avec lesquels il se dit prêt à discuter. Les Gilets jaunes, qui étaient près de 300 000 le 17 novembre sur les ronds-points, au péage, ne sont plus que 2 000 aujourd'hui. Mais si la mobilisation est en forte baisse, le combat, lui, est loin d'être fini. Certains le continuent sous d'autres formes. Gilets jaunes, itinéraire de 3 manifestants. Frédéric Agnès, Marion Fiat, Laurent Girondino. Nous les avions rencontrés au tout début du mouvement. 3 gilets jaunes qui réclamaient alors la baisse du prix de l'essence. On a marre. L'essence augmente, on ne peut même pas augmenter nos salariés. Très vite, le champ de leurs revendications s'était élargi. Ça reste la question centrale, c'est toujours le pouvoir d'achat qui n'a pas été satisfait. Et ils avaient finalement laissé voir autre chose, le ras-le-bol des politiques. Ils pensent pour eux, ils pensent à leur petit confort à eux. Après 7 semaines de manifestations, nous avons voulu les retrouver. Dans le Nord, Sébastien est en pleine réunion de Gilets jaunes. Et pour ce père de famille de 37 ans, livreur, nouveau credo, fini les mobilisations version 2018. Là, je pense que la manifestation, bloquer les ronds-points, etc., c'était bien au début pour montrer la force, l'union, etc. Et que maintenant, il faut vraiment passer à autre chose. En Loire-Atlantique, Thierry, paysagiste de 48 ans, 3 enfants, a lui aussi décidé de délaisser les barrages. Mais momentanément, le temps notamment de souffler après des mobilisations éprouvantes. Moi, j'ai été manifesté à Nantes et pacifiquement, et je me suis fait gazer à bout portant. J'ai mis 3 jours à me remettre quand même du gazage de CRS, et mon frère aussi s'est fait tabasser. Alors qu'on était vraiment pacifique, je suis vraiment non violent. En Alsace, Jean-Luc, fonctionnaire de 58 ans, a choisi lui de poursuivre les regroupements. Les ronds-points ont été évacués, mais la commune a mis ce terrain à disposition. Et la suite alors ? Même si on est un mouvement apolitique, on va être obligé d'y venir, on va être obligé de discuter, de dialoguer. Et pour être un interlocuteur identifié, Jean-Luc et d'autres ont déposé les statuts d'une association. Thierry, lui, ne le souhaite pas, et encore moins voir le mouvement devenir un organe politique. On n'est pas là pour se structurer. Je n'ai pas envie que les Gilets jaunes deviennent politiques. J'ai envie qu'ils nous entendent, c'est tout. Qu'ils ouvrent leurs oreilles et qu'ils nous entendent, qu'ils entendent le peuple. Et c'est peut-être le plus grand dénominateur commun aux Gilets jaunes. Vouloir être écouté, exister. Dans cette réunion supposée recenser les revendications, c'est ce que Sébastien a fini par comprendre lui-même. Que les gens viennent en fait vider leur sac tout simplement. Ils viennent faire leur propre doléance, au lieu de faire les doléances en fait à remettre à l'État, ils viennent faire leur propre doléance, ils viennent expliquer leur vie. Ça permet de découvrir vraiment la souffrance de chacun et de se rendre compte du malaise qui est vraiment beaucoup plus fort que ce qu'on peut en entendre partout. Le président de la République a promis un grand débat justement pour écouter. Insuffisant, disent cette fois à l'unisson Sébastien, Thierry et Jean-Luc, 3 gilets jaunes toujours mobilisés. Et David Pujadas reviendra ce soir sur toutes ces questions dans son émission 24 heures Pujadas à 22h sur LCI, canal 26. En Thaïlande, c'est une tempête tropicale qui bloque touristes et habitants au sud du pays. Elle s'est affaiblie ces dernières heures et a épargné les endroits les plus fréquentés. Mais de fortes pluies sont encore attendues. Lise Ramboudoul.
L'œil de la tempête a d'abord frappé cette province, avec des vents extrêmement violents, des pluies torrentielles, des vagues atteignant parfois 5 mètres. Les habitants ont dû quitter leur maison dans l'urgence pour se réfugier loin de la côte, dans ces abris mis en place par les autorités. Ce n'est pas du tout comme les autres tempêtes dans le passé. Cette année, c'est vraiment très effrayant. Effrayant aussi pour les nombreux touristes, confinés depuis ce matin dans leurs hôtels. Les clients, on les a laissés dans les chambres. On ne peut pas sortir nulle part parce que vous avez des noix de coco qui tombent, des arbres qui peuvent tomber en plein milieu des routes, tout ça. Il y a pas mal de clients qui sont partis hier. Il y a eu plus de 58 avions qui sont partis. Les gens ont peur. Et des centaines de vacanciers tentaient encore ce matin de quitter les îles. Mais les aéroports régionaux sont fermés. Nous avons joint Jessica, une touriste française bloquée sur place. On n'avait plus d'avion pour pouvoir partir, tout était booké. Les bateaux étaient interdits à la navigation. Du coup, on a été obligé de rester sur place. On était vraiment dans la peur. De fortes pluies accompagnées de rafales sont encore attendues dans la nuit. Les îles sont maintenant totalement isolées. En France, la saison des sports d'hiver commence plutôt bien. 14% de fréquentation en plus dans les stations pour ces vacances de Noël. Mais ce succès cache pourtant une autre réalité. Par endroits, la neige manque au point de faire disparaître certaines stations de moyenne altitude. C'est le cas du Gachenais dans les Vosges qui n'ouvrira pas ses pistes cette année. Jacques Ricboivin, Laurence Claude-Pierre. Un panorama exceptionnel et des pistes parmi les plus raides du massif vosgien. Des atouts indéniables qui n'auront pas sauvé le Gachenais. La station ne rouvrira pas, l'ensemble des équipements restera à l'arrêt. Je trouve ça dommage parce que c'était une petite station familiale qui était très sympathique. Il y a un climat qui bouge énormément et la région fait aussi les frais, nettement, c'est clair. Principal responsable, l'absence de neige. Toutes les stations de moyenne montagne sont concernées, leur altitude de survie a tendance à grimper. La limite neige, elle remonte de plus en plus, quoi. On avait effectivement dans le temps une assurance, je dirais, entre 800 et 1000 mètres. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'elle remonte de plus en plus, quoi. Résultat, un bien triste tableau. Celui d'une future station de sport d'hiver fantôme. L'histoire commence dans les années 50. Des milliers d'Alsaciens apprennent à skier ici. Mais au fil des ans, les investissements se raréfient comme les chutes de neige. Depuis 2015, la station était tenue à bout de bras par des privés, mais leurs fonds personnels ne sont pas inépuisables. Nous n'avons plus envie de réinjecter des fonds privés une troisième fois, alors qu'il n'y a pas une réelle volonté politique derrière de maintenir cette station. Et aujourd'hui, on est triste d'être obligé d'abandonner tout ça, mais quelque part, il faut être raisonnable. La dameuse est désormais à vendre, 20 000 €. Ses propriétaires s'apprêtent à publier une petite annonce. Leur regret, ne pas avoir pu diversifier les activités de la station sur les 4 saisons, car en moyenne montagne, l'hiver ne suffit plus. Pour survivre, il faut s'assurer une clientèle tout au long de l'année. Vous l'avez peut-être constaté en déballant vos cadeaux de Noël, la plupart étaient sans doute estampillés Made in France. Ce label dont nous vous parlons tous les week-ends a le vent en poupe. 74% des Français sont en effet prêts à payer plus cher pour un produit fabriqué chez nous. Résultat, des centaines d'entreprises se sont lancées. Denis Cadeau et Fabrice Maillard ont rencontré 2 militants bleu-blanc-rouge. Une même passion unit ces 2 entrepreneurs, celle du Made in France. Lui est opticien lunetier depuis sa jeunesse. Elle a quitté un poste de cadre dans une grande banque pour travailler avec des artisans du textile, comme ici, près de Troyes. Son ambition, promouvoir le pavillon tricolore à travers la fibre végétale la plus écologique qui soit, le lin. La France est le plus gros producteur mondial de lin et exporte 80% de sa production. Mais c'est travaillé ailleurs. Tout à fait. Et ça revient sous forme de produits finis dans des magasins de grandes chaînes, souvent. Et donc moi, ce que je voudrais, c'est réussir à utiliser cette matière et proposer en France un produit fini 100% français. Ce Normand, lui, conçoit depuis 3 ans des montures de lunettes, souvent très colorées, avec l'aide d'un designer et le savoir-faire d'un atelier de fabrication à Oyonnax, dans l'Ain. La matière utilisée, des plaques d'acétate de cellulose, ce qui se fait de mieux en lunetterie. Et même sa famille participe à l'aventure.
J'ai tendance à énormément m'inspirer de la réaction de mon fils de 8 ans sur le choix des couleurs. Tout simplement parce que à cet âge-là, il y a un œil absolument vierge. Derrière ces deux parcours de créateurs du Made in France, une volonté, celle de contribuer à la défense de l'emploi sur notre territoire. Si les générations d'aujourd'hui ne font pas cet effort de promouvoir notre savoir-faire, de le développer et de continuer à le mettre en avant, très rapidement, la France sera un grand Walt Disney où il n'y aura plus que du service et il n'y aura plus du tout d'emploi industriel. Et en fait, un vêtement comme ça représente beaucoup de savoir-faire. Ça représente un agriculteur, un tailleur, ça représente un tricoteur, un teinturier et un façonnier, et tous des gens qui travaillent en France. Pour Florent, le pari semble déjà gagné, avec chaque année une croissance à 2 chiffres. On expédie par an plus de 6000 lunettes, principalement en France où on a donc quasiment aujourd'hui 500 partenaires. Marion, elle, vient de lancer sur Internet sa première collection en lin français, du textile qui n'a pas fait le tour de la planète, assurant ainsi la garantie d'un bilan carbone très écologique. C'est l'ultime gourmandise des fêtes de fin d'année. Dimanche, c'est l'épiphanie et vous avez peut-être déjà commencé ce soir à déguster une galette des rois. 94% des Français en mangent une au moins une fois. Plus qu'un dessert, un énorme business. Galette des rois, enquête sur la reine des desserts. Anaïs Barthes, Karine Bétain. Sa pâte dorée, son petit goût d'amande, c'est une gourmandise à laquelle il est presque impossible d'échapper. Fin d'année, début d'année, la galette des rois. Et on prend la traditionnelle frangipane. On peut l'avoir au chocolat, à la compote, etc. Ça s'est diversifié, donc vive les rois. En seulement un mois, il s'en vend 30 millions. Un phénomène culinaire et un rendez-vous commercial pour les artisans. La réussite financière d'une année et d'un bon chiffre d'affaires, ça passe avant tout par la galette. Des rayons de supermarchés aux grandes maisons parisiennes, il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Alors, que vous vend-on exactement et comment s'y retrouver? Cela ressemble à l'arrière-boutique d'une boulangerie. Nous sommes en fait dans une grande surface. Chaque jour, une centaine de galettes industrielles passent entre les mains de Bruno. Et il a son petit secret pour les rendre plus gourmandes. Le fait de mettre du sirop permet à la galette de rester brillante. C'est plus attrayant, puis ça donne un petit coup sucré sur le feuilletage. En rayon depuis la mi-décembre, la galette se vend ici entre 7 et 15 euros. Et en 2 ans, les ventes ont progressé de 25%. L'opération de l'épiphanie, pour nous, c'est plus de 500 000 galettes de vendues. Donc c'est un vrai rendez-vous, tant commercial, familial. Une période cruciale aussi pour les boulangers. Mais fabriquer une galette artisanale demande du temps. 3 jours de travail. Et c'est surtout très cher. Les prix du beurre et de l'amande ont explosé cette année. Le fait maison a donc un coût. 18 euros la galette, soit 3 euros la part. Alors, ces galettes qu'on vous vend comme artisanales, le sont-elles réellement? Nous nous sommes rendus dans 3 boulangeries parisiennes. Nous achetons une galette pour 6 personnes. Elle est faite maison. De quoi les galettes? Oui, c'est artisanal. D'accord. Et à chaque fois, on nous assure qu'elles sont bien faites maison. C'est une galette faite maison? Ici. C'est fait ici? Pour le vérifier, nous les avons toutes soumises à l'œil et au palais du chef pâtissier Yann Couvreur. Et déjà, un premier indice visuel. Là, par exemple, on voit que le rayage, il est irrégulier. Donc il est fait à la main. Donc déjà, on sait que la galette qui est là, elle est probablement faite de manière artisanale. Ici, j'ai déjà plus de doutes. Ici, je pense que c'est la galette d'un artisan, parce qu'elle a tout en fait. Elle est appétissante, elle est brillante, elle a une belle coloration. Moi, c'est celle qui me fait le plus envie. À la dégustation, le chef est conforté dans ses premières impressions. Le feuilletage est friable, bon goût de beurre. Si, c'est une bonne galette. Galette 1 validée, mais pour la deuxième... C'est déjà moins sympa. Le feuilletage est plus mou, la frangipane est moins généreuse, un peu trop sucrée. Verdict, un sans faute pour le chef. J'ai aucun doute sur celle-ci, aucun doute sur celle-ci. Là, j'ai mis quelques réserves parce que celle-là, on aurait pu la faire industriellement. Et rien n'oblige les artisans à la transparence. Un problème quand on sait qu'elles sont revendues 5 fois leur prix d'achat. Une tromperie très courante
8 galettes sur 10 seraient industrielles. Un chiffre plausible selon ce professionnel. Les artisans boulangers font de plus en plus appel aux produits industriels, notamment sur de la viennoiserie, le pain, la pâtisserie, qui ne peuvent pas produire quotidiennement dans leur boulangerie. Cette année encore, vous aurez donc plus de chances de manger une galette industrielle sans le savoir que de tomber sur la fève. Ça met l'eau à la bouche. Et pour vous remettre de vos repas de fête, peut-être prendrez-vous des compléments alimentaires. Le marché ne cesse de se développer, plus 6% l'an dernier. Mais ces compléments sont-ils vraiment bénéfiques? Marie Fortunato, Julie Ross. Comme 20% des Français, Marie fait des cures de compléments alimentaires pour tenter de purifier ses intestins. Cette migraineuse prend beaucoup de médicaments, surtout des anti-inflammatoires. J'ai l'impression que les médicaments justement m'abîment les reins ou le foie, alors que les compléments alimentaires c'est plutôt naturel et du coup c'est plutôt là pour réparer ce qui a été abîmé. Les plus consommés, ce sont ceux qui favoriseraient le sommeil, la digestion, les articulations. Ce marché pèse de plus en plus lourd, près d'1,8 milliard €. Il y a 10 ans de ça, ce secteur des compléments alimentaires représentait ce rayon-là dans notre pharmacie. C'est un secteur qui n'existait quasi pas en pharmacie. Et aujourd'hui, 10 ans après, ça prend tous linéaire, aujourd'hui jusque-là. Malgré cet engouement, la vigilance doit être de mise. Tous les compléments ne se valent pas. Beaucoup de gens parfois peuvent avoir la tentation de se fournir sur Internet parce que, soi-disant, les prix sont moins chers, parce qu'on trouve des produits qui viennent d'Angleterre, des États-Unis, avec des dosages complètement farfelus, qui ne sont même pas autorisés en France. Selon une étude de la répression des fraudes, 80% des sites Internet qui vendent des compléments alimentaires sont hors la loi. Alors, comment s'y retrouver ? Pour revendiquer un effet sur la santé, le laboratoire doit concevoir un dossier technique appuyé par des études cliniques. Ce centre de recherche en élabore 30 à 40 chaque année. Il y a de plus en plus d'industriels qui veulent apporter la preuve de l'efficacité de leurs produits et revendiquer au niveau européen ce qu'on appelle une allégation de santé. Mais cette allégation de santé n'est pas une preuve en soi pour ce médecin nutritionniste. Il considère que certains compléments, pris en continu, peuvent être dangereux. La clé de notre bien-être serait ailleurs. Quelqu'un qui n'a pas une pathologie, quelqu'un qui n'a pas de problématique particulière, s'il a une alimentation équilibrée, il aura tout ce qu'il faut. Si toutefois les compléments alimentaires se font trop tentants, mieux vaut consulter un médecin ou demander conseil à son pharmacien. Parlons maintenant d'une mode qui amuse beaucoup les riches particuliers, un peu moins ceux qui se battent pour la protection des animaux. Une nouvelle tendance venue des pays du Golfe consiste à acheter des fauves et à se mettre en scène avec eux sur les réseaux sociaux. Le phénomène gagne la France et fait exploser le trafic. En Jordanie, une fondation accueille ces animaux souvent maltraités. Elle a ouvert ses portes à Benoît Cristal et Fabrice Hamzel. Ils s'appellent Simba, Sky ou Luna. Ce sont des lions et des tigres, victimes d'un trafic organisé en plein essor au Moyen-Orient. Avant d'arriver dans ce sanctuaire, tous ces fauves, une vingtaine au total, ont été confisqués à des trafiquants ou à des propriétaires privés. Ces lions, par exemple, ont été trouvés cachés sous le siège d'une voiture, alors qu'ils allaient passer la frontière. Ils étaient dans une boîte minuscule, sans eau, sans nourriture, sans oxygène. Comme ce tigre âgé de quelques mois au moment de son arrivée, tous devaient être revendus à de riches particuliers du golfe Persique. Voici la mode chez certains millionnaires de la région, se mettre en scène sur les réseaux sociaux avec un animal sauvage, exhiber sa richesse au risque de laisser échapper un fauve au beau milieu d'une autoroute, comme ici en 2016 au Qatar. Une fois adultes, les animaux deviennent dangereux. Les propriétaires sont rapidement dépassés par la situation. Ce ne sont pas des animaux de compagnie, ce sont des animaux sauvages. Ils ont un instinct de prédateur qu'on ne peut pas changer. Il est irresponsable de les élever comme des animaux de compagnie. Le phénomène ne concerne pas que le Moyen-Orient. En France, en 2018, 3 lionceaux ont été confisqués à des particuliers. Ils utilisaient les animaux pour se mettre en valeur sur les réseaux sociaux et parfois ils les louaient à des particuliers pour réaliser des selfies. L'un de ces fauves a même été retrouvé dans l'habitacle d'une voiture de luxe en plein cœur de Paris en novembre dernier, sur les Champs-Élysées. Ce lionceau âgé de 2 mois a été pris en charge par la fondation 30 millions d'amis. Selon elle, il serait né en captivité dans un cirque en France.
Là, il est très très fatigué, ne serait-ce que par ses déplacements, le fait qu'il n'ait pas mangé. Là, on peut vraiment dire que la manière dont il était baladé, c'est quelque chose de criminel, il n'y a pas d'autre. Récemment, le tribunal de Créteil a condamné le détenteur d'un autre lionceau à la peine maximale prévue en France, 6 mois de prison ferme. Une fois sauvés et soignés, les félins, eux, rejoindront un sanctuaire à l'étranger, comme celui-ci en Jordanie. Il en existe aussi en Afrique du Sud. Mais selon ce responsable jordanien, ce trafic d'animaux sauvages organisé au niveau mondial est de plus en plus difficile à endiguer. Ces lionceaux, par exemple, étaient mis en vente sur Internet, 6 000 € chacun. C'est un trafic tellement rentable que beaucoup de personnes prennent le risque d'une peine de prison pour s'enrichir. Au Moyen-Orient, l'amende de près de 100 000 € prévue dans la plupart des Émirats ne semble pas non plus dissuasive. Les propriétaires continuent à s'afficher sans vergogne sur les réseaux sociaux. Autre plaisir de millionnaire, beaucoup moins controversé celui-là, fréquenter les plus beaux hôtels de la planète. Eh bien, nous allons vous y emmener. Ce soir, nous vous proposons de découvrir l'une des suites les plus prestigieuses de France. Elle se trouve au Crillon, à Paris. François-Xavier Ménage et Jean-Yves May dans les coulisses du rêve. Cette suite avec vue imprenable est si demandée qu'elle est parfois réservée 2 ans à l'avance. 9 h ce matin, dans cette chambre, facturée 20 000 € la nuit, la préparation du lit. La couette doit ressembler à un nuage avant que les oreillers en plumes ne soient massés, consigne de la direction. Pour que ça soit tout bien propre et net. Dans cette suite de 230 mètres carrés, une autre pièce particulièrement bichonnée, la salle de bain. Pour lustrer, pas de vulgaires chiffons, mais des microfibres. Aucun produit chimique autorisé. Tout est à la vapeur, 120 degrés. Dans 5 heures, de riches Américains vont poser leurs valises. Et dans la cave, parce que les clients l'ont commandé, un petit trésor sort de son coffre. Une bouteille hors du commun, très prestigieuse. Moins d'1 hectare, 0 hectare 85, et le monde entier s'arrache cette bouteille. Pour la modique somme de 3 500 €. Pendant ce temps, au 6e étage, des roses blanches déposées dans la suite, mais pas par n'importe qui, par la gouvernante, qui va traquer toutes les poussières, tous les faux plis, et même se transformer en horlogère. Il va regarder l'heure dès qu'il se réveille, donc si la mauvaise heure, il va perdre son rendez-vous, il va rater, c'est notre faute. En fait, ça c'est un petit détail, mais c'est très important. En cuisine, le chef pâtissier termine des gâteaux offerts aux clients les plus fidèles. Début d'un passage de relais dans les couloirs du palace. Le plateau, à peine déposé, une tarte au chocolat prend la direction de la suite royale. Les futurs occupants en sont fans, on appellera ça de l'espionnage hôtelier. Autre exemple, madame est fan de yoga. On sait que monsieur dort à droite et madame dort à gauche. On sait également que monsieur a un iPhone et qu'il sera ravi d'avoir son chargeur déjà branché. À ce prix-là, le cordon est en cuir. Picasso, Madonna, le Dalai Lama ont tous dormi dans cette suite, la plus rentable, la plus inabordable aussi du palace, où, vu la facture, on savoure chaque seconde. C'est sûr. Et ce week-end, vous discuterez peut-être de vos bonnes résolutions. 70% des Français en prennent pour la nouvelle année. Malheureusement, vous êtes aussi une grande majorité à ne pas les tenir. Et si, en 2019, vous y arriviez? Corinne Magne et Jean-Yves May ont pris la bonne résolution d'aller voir des pros. La musique de la série Amicalement Vôtre, plus qu'un prétexte, mais une illustration, des conseils amicaux des spécialistes qui nous veulent du bien. Première résolution avec le chef cuisinier Marc Vera. Notre carburant, c'est ce que l'on met dans notre corps. Donc il le faut bon, de proximité, de saison, que ce soit de bons produits, quitte à manger moins. Et surtout une chose primordiale, arrêtons de gaspiller. Manger, bouger, éliminer, une recette miracle conseillée par le docteur Frédéric Salman. L'exercice physique, c'est tous les jours. Parce qu'on libère 1004 molécules protectrices qui ont une durée de vie de 24 heures. Qu'est-ce que ça fait du bien à votre santé? 40% de moins de cancer, Alzheimer, maladies cardiovasculaires. Vous commencez l'année du bon pied
en sécrétant en plus plein d'endorphines, des hormones du bonheur. Faire du sport sans s'en rendre compte, en pédalant par exemple sur un vélo d'appartement, tout en envoyant ses mails. Une bonne résolution? Oui. Mais attention, le mail pollue. Pour une année plus verte, voici la solution. Une bonne résolution pour 2019, c'est d'envoyer moins de mails. Et quand vous envoyez des mails avec des pièces jointes, la première chose à faire, c'est de la télécharger sur votre ordinateur et de supprimer le mail. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les mails polluent autant que le secteur de l'aviation. Et notamment, quand vous envoyez un mail, c'est l'équivalent d'une ampoule allumée pendant 1 heure. Donc vous voyez, c'est une pollution qui est cachée. Et pourquoi ça pollue? Parce que ça fait en fait tourner ce qu'on appelle des serveurs, donc qui sont tout simplement des ordinateurs, alimentés en électricité, et que cette électricité provient notamment du gaz, du charbon ou du pétrole. Et si dans nos vœux envoyés par mail ou souhaités de vive voix, l'amour talonne la santé, ce n'est pas vain. Et si l'amour, c'était justement la santé? Pour les hommes comme pour les femmes, les câlins font un bien fou. Quand on a 12 rapports sexuels par mois, on augmente de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé. C'est formidable. Enfin, si l'on sait tous souhaiter de la joie, c'est que le rire est le meilleur remède anti-stress, surtout s'il est contagieux. Voilà une résolution facile à tenir. Celui-là, il est contagieux de rire. Restez avec nous dans un instant, 20h le MAG. Nous vous initierons à un sport très spectaculaire, le yamakasi. Le principe, faire des toits, des terrasses, des escaliers, de vastes terrains de jeu. Nous nous mettrons dans les pas de l'un de ces acrobates des villes. Échauffez-vous, à tout de suite. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.